Ok, salut à tous. Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième tentative parce que je suis parti, j'ai fait le même cours mercredi dernier, donc je suis Baptiste Vandel, hein. J'ai fait le même cours mercredi dernier, mais c'était mon premier essai, donc je le refais en mieux. J'espère que ce sera mieux. Normalement, c'est mieux, vous inquiétez pas. Quoi d'autre? Voilà, aujourd'hui, on va parler de la géométrie universelle, c'est la géométrie sacrée, c'est comme ça qu'appellent aujourd'hui les gens, la majorité des gens. J'essaie de militer pour changer le terme, tout simplement parce que sacré a une connotation un peu religieuse, et je trouve que c'est beaucoup plus que du sacré. On parle de l'humain, on parle de l'univers, on parle de la spiritualité, mais aussi de la philosophie, mais aussi de la science. Et tout ça est lié ensemble à travers la métaphysique. Et donc, je me suis dit que parler de géométrie universelle était peut-être plus judicieux que de parler de géométrie sacrée. Je vais passer directement à un petit titre. Alors, une introduction à ce que je fais en ce moment. Pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps que j'ai disparu. Je suis en Inde maintenant. Je suis en Inde. Je suis resté un peu bloqué en Inde à cause du coronavirus. Donc j'y suis toujours, on va avoir peut-être des petites coupures, ça arrive, malheureusement, on a parfois des petites coupures internet, coupures électricité, donc accrochez-vous, si ça coupe c'est normal, ouais, presque normal, et ça devrait revenir sous peu, donc si le sujet vous intéresse vraiment, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à rafraîchir la page. Vous pouvez me suivre sur Facebook Live, vous pouvez me suivre sur YouTube Live, vous pouvez me suivre aussi sur notre Classroom. Donc on a une salle de classe virtuelle que vous allez découvrir dans un instant. Une salle de classe virtuelle que vous pouvez rejoindre. Mon chat, j'ai un chat lié à tous ces petits bazars. Donc entre Facebook, YouTube et notre salle de classe virtuelle, vous pouvez chatter avec moi. Normalement, tout fonctionne. On est parti pour 1 heure, normalement. Ça va peut-être dépasser un peu, parce que vous savez, introduction, etc. 1 heure, 1 heure et quart. Je vais essayer d'être le plus précis et essayer de ne pas me perdre comme j'ai fait dans le précédent workshop ou cours. C'est pas vraiment un workshop, parce c'est plus du cours théorique pour introduire tout ce qu'on fait chez Into Infinity. Donc je suis la branche française, je suis le graphiste aussi, l'animateur 2D et 3D. Et donc je viens vous apporter, vous traduire tout ça et vous apporter tout ça à ma manière. Donc d'un côté un peu moins scientifique, je vous apporter toutes les bases scientifiques qu'il faut, mais comme je trouve que c'est un peu lourd et que c'est plus sympa de parler plus philosophiquement ou spirituellement de tout ce que ça implique, toutes ces connaissances impliquent. Je pense que ça va être plus sympa comme ça, moins de maths en gros et plus d'applications dans la vie de tous les jours, plus de manières de grandir soi-même, de faire grandir sa connaissance, d'être moins perdu dans ce monde-là, moins perdu en tant que personne, moins perdu en tant que société peut-être, parce que les personnes forment la société. Et donc, c'est le but de toute cette connaissance que je commence à vous apporter, que je vais vous apporter au fur et à mesure des mois qui vont suivre. Si vous me suivez en live, voilà. Ce workshop, ce cours va être enregistré, donc il sera disponible après, étant la première brique de base de tout l'enseignement que je vais vous donner après. Pour ceux qui s'intéressent déjà à la géométrie sacrée, on va voir comment dessiner, on va voir comment ça se construit, mais surtout quelle est la signification de ce que vous dessinez, de ce que vous utilisez au jour le jour. Aujourd'hui, on va voir la fleur de la vie. Donc voilà, on va passer tout de suite dans la classroom. On va découvrir tout ça rapidement, comment ça fonctionne, ce qu'on a mis en place avec la team ces derniers mois, pour vous aider à comprendre tout ce qu'on fait le plus facilement possible. Voilà notre petite classroom.
la salle de classe virtuelle. Donc ça, c'est mon côté avec mon slider. Vous, ce que vous avez, c'est ces outils normalement. Le chat est là. Vous aurez le chat sur le côté pour vous. Donc en outils, pour l'instant, ce que j'ai mis, on a beaucoup d'outils, mais pour l'instant, je vais juste utiliser GeoGebra. C'est un outil de géométrie en ligne, assez simple. Donc c'est comme ça que je vais vous montrer comment dessiner. Si vous pouvez dessiner en vrai, c'est mieux. La pratique en vrai du dessin est mieux. Donc vous avez besoin d'un compas et d'une règle. Je suis presque sûr que tout le monde a ça quelque part. On est tous allés à l'école, on a tous utilisé ces outils basiques. Ensuite, on va avoir un petit Wikipédia qui fonctionne, oui, voilà. Et quelques autres outils, c'est un calculateur ça du spectre électromagnétique, on a un outil pour la musique, on a un outil de brainstorming que j'utilise pas encore, mais que j'utiliserai dans les prochains workshops. Un truc un peu plus interactif, et on a un chat. Alors on a un chat, vous aurez vous au niveau de mon streaming. Donc quand vous arrivez sur la salle de classe, vous aurez le streaming. Pour rejoindre la salle de classe, mais c'est pas forcément obligatoire aujourd'hui, c'est intoinfinity.com/classroom/baptiste-classroom ou intoinfinity.com/live. Donc si vous allez sur /live, c'est le plus simple, vous aurez un bouton pour nous rejoindre, pour me rejoindre sur cette salle de classe. Je vais commencer sans plus attendre, parce que 1 heure finalement c'est assez court. Aujourd'hui, on va parler d'une brève histoire de cohérence dans la nature entre science et philosophie. Donc, je vais essayer de faire sa première partie d'une introduction qui va vous montrer à peu près les sujets qu'on aborde chez Into Infinity. Ou tout du moins, vous donner cet aperçu de cette connaissance qu'on va vous apporter et qui est difficilement trouvable déjà en français. Pour ceux qui connaissent Nassim Haramein, c'est à peu près ce qu'on fait. On a quelques différences avec ce qu'il enseigne. Jain Mathematics aussi, donc c'est tous ces gens qui prennent la géométrie pour expliquer les mathématiques et pour expliquer la réalité. Donc voilà, on va essayer de le faire. Nous, on essaie d'avoir une approche un peu plus global pour pour toucher le plus de monde possible, donc quelque chose de ludique, quelque chose de facile à comprendre. N'ayez pas peur du mot science, n'ayez pas peur du mot philosophie. Ça, après tout, la philosophie, c'est juste parler de la vie, et la science, c'est juste savoir comment la mécanique derrière la vie fonctionne. Et donc, moi, je suis pas vraiment scientifique, mais toute cette connaissance m'a été apportée par des gens très bon pour apprendre à des esprits qui sont plus artistiques et plus philosophiques que scientifiques. Donc, n'ayez pas peur de la science. Ce que je vais vous apporter va être assez light et c'est très facilement compréhensible. Je vais venir avec des exemples, avec mon logiciel 3D. Donc, je vais essayer de vous montrer ça en 3D, à quel point c'est simple de construire des choses qui sont dans la nature à partir de logiciels 3D, entre autres. Voilà. Donc la team, c'est Colin Power, c'est le cerveau, on peut dire, c'est le mec qui fait c'est notre principal chercheur. Donc il détient la majorité des connaissances dans le groupe. Nous, ce qu'on fait, c'est on interprète un peu les connaissances brutes et on les rend un peu plus digérables avec Heike. Voilà, moi je suis le dernier à être entré dans la team. Je suis rentré que c'était en début d'année, en février. En l'occasion j'ai fait leur formation pour être professeur. Et depuis, je travaille avec eux en tant que directeur artistique et rédacteur. Et aussi, bon, j'apporte ma pierre à l'édifice, parce que je me suis pas inclus avec eux parce que je n'y connaissais rien. J'avais déjà mon petit background de connaissances de par mon activité. Donc moi, voilà, Baptiste Vandel. J'ai 26 ans, je suis directeur artistique en motion design. J'ai passé pas mal de temps à Paris, à bosser dans le milieu du luxe et des cosmétiques. Donc je suis musicien, je suis explorateur, j'adore voyager. Donc là, ça fait 7 mois maintenant là, que je suis en Inde. C'était pas prévu, mais bon voilà. L'année dernière, je passais aussi 8 mois entre Inde et Népal. Voilà, c'est ce que j'explore en ce moment, toute la culture de l'Est, la symbolique,
la religion qu'ils ont, les religions qu'ils ont, le bouddhisme, le yoga, la méditation. Voilà. Et sinon, voilà, j'apprends beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de gens. Donc c'est comme ça que je me tiens un peu éveillé, un peu en mouvement aussi. Et c'est comme ça que c'est un peu ma philosophie de vie, c'est en restant en mouvement, on commence à apprendre très très vite et beaucoup de choses. Donc c'est dans cette optique-là que je voyage et que j'essaie de découvrir d'autres cultures pour ouvrir mon esprit, pour pas rester un peu fermé dans ma culture et au final ne plus rien apprendre au bout d'un certain temps. Voilà, donc j'apprends des gens qui sont autour de moi, qui stagnent un peu et j'ai décidé de pas faire ça. Donc voilà, c'est mon mode de vie, me balader et apprendre en continu. Au sommaire, donc aujourd'hui, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein. On va voir aujourd'hui un peu de base sur les anciennes connaissances, donc c'est une courte introduction historique, et avec un focus plutôt sur la Grèce antique, d'où viennent ces connaissances géométriques, mais aussi philosophiques. Ensuite, on va voir la création de l'espace, comment on passe en fait de rien à tout ce qu'on connaît, de rien à la réalité. On va voir comment ça se construit à travers les dimensions et on va aller jusqu'à la 4D. Pourquoi la 4D? Parce que la 4D, c'est une chose qu'on peut observer dans notre quotidien. Je vais vous montrer comment, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer à quel point c'est partout, cette notion de 4D qui en gros s'imprime en 3D dans notre espace. Donc voilà, je vais faire un petit speech sur les dimensions, sur l'espace, voilà. Ça ouvre aussi des notions sur le temps, mais je ne vais pas rentrer trop en profondeur, parce que chacun de ces points peut faire l'objet d'un cours complet de plusieurs heures, vous savez comment c'est. On peut parler d'une heure de un sujet, ou on peut parler une heure de 10 sujets, ça dépend à quel point on va en profondeur. Et ensuite, on va voir la fleur de vie. La fleur de vie, qui est ce symbole, un des symboles les plus réputés de géométrie sacrée. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi ce symbole est réputé. On va voir qu'est-ce qu'il renferme comme connaissance, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il nous dit, à la fois en termes mathématiques, à la fois en termes philosophiques, sur notre réalité, sur notre monde, sur nous-mêmes, parce que ce symbole parle de la vie. Ensuite, demain, je vais tenir un workshop, donc demain le 12, tout ça va être rediffusé, hein. Donc si vous me regardez en rediffusion, bien sûr, ce n'est pas demain. Vous pourrez découvrir plus au sujet des fractales. Alors là, on va rentrer dans le dur du sujet, les trucs un peu plus sérieux, on va dire. Tout en restant, les fractales, ça va être mon premier cours qui va suivre. Donc je vais rester vraiment en surface pour vous montrer, vous donner cette impression de grandeur, entre guillemets, de ce que sont les fractales. Et de la relativité de notre échelle. Et ensuite, je vais parler tout ça dans le cadre des motifs que l'on retrouve dans la nature. Donc tout ce que la nature nous crée, à quel point elle nous crée des mathématiques. En fait, elle nous crée de la géométrie, elle nous crée des choses qui sont très logiques. Et c'est dur à voir comme ça, sans connaissance théorique, mais dès que, normalement, après avoir passé un peu de temps avec moi, ou partout où vous regarderez autour de vous, vous verrez de la géométrie, vous verrez à quel point tout notre monde est logique et magnifique, parce que il s'exprime de plein de différentes manières, malgré le fait que tout vient d'un même moule, entre guillemets. Et ensuite, demain, donc encore, je vais essayer de vous donner matière à réfléchir, à ouvrir vos perceptions, donc en posant quelques questions. Je vais essayer de ne pas y répondre, parce que la dernière fois j'ai posé des questions et j'y ai répondu, c'est peut-être pas la meilleure manière. Donc juste vous poser des questions pour un peu stimuler votre intellect, stimuler votre imagination, stimuler comment vous pensez votre vie, pensez le monde, pensez l'univers. Et peut-être que ça va vous mener un peu plus loin dans votre quête de savoir et de bonheur même, hein, qui sait. Allez, on commence. Donc avec cette partie un peu historique, je vais vous parler d'architecture très rapidement. Donc sur ces images, vous voyez bien, donc là on a un temple qu'on retrouve à Mexico, au Mexique, Stonehenge, grande pyramide. Ce temple est en Inde, à Hampi. Ça, ce sont des colonnes grecques.
et c'est un temple bouddhiste ici. Donc qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce que toutes ces structures ont en commun? Bon, déjà, elles sont réparties à travers les âges, elles n'ont pas été construites au même moment du tout. Par contre, elles renferment toutes à peu près les mêmes connaissances géométriques et cosmologiques. Donc, si je prends l'exemple de Stonehenge, c'est une map, en fait c'est une carte du système solaire. Si vous regardez Stonehenge en vue aérienne, vous pouvez voir des cercles qui représentent en fait chaque orbite de planète autour du Soleil. Donc ce qui va se passer, c'est par exemple à Stonehenge, si vous êtes là-bas pendant une équinoxe ou pendant un solstice, vous allez voir le Soleil s'aligner, le coucher de Soleil exactement s'aligner à travers telle ou telle porte, tel ou tel dolmen. Chose que l'on retrouve aussi dans les grandes pyramides, dans les pyramides de Gizeh. Il faut savoir qu'à l'équinoxe et au solstice, on voit une courbure dans les faces de la pyramide, parce que le soleil lèche pile poil une des faces à chaque fois. Et donc c'est assez passionnant, parce que ça veut dire que ces mecs avaient des connaissances astrologiques très avancées. Hein. Et on peut le voir aussi dans les civilisations toutes donc plutôt d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, notamment le calendrier Maya, la table aztèque, toutes ces connaissances astrologiques énormes qu'ils avaient, les connaissances des cycles aussi, de cycles de plusieurs milliers d'années, etc. Chose qui se retrouve également dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, à travers la symbolique, plus de la géométrie sacrée, donc de la symbolique sacrée, plutôt que des structures. Donc, pour faire mon point, alors là je crois que ma tête est en... Voilà, attendez, je vais vous cacher ma tête. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va retrouver la graine et la fleur de la vie, ces deux motifs bien connus du monde New Age, du monde spirituel, mais aussi mathématiques en fait, des géomètres. On va le retrouver à différentes époques et à travers le monde. Donc là on va voir qu'en Turquie, c'est dans une mosquée je crois, hein. Une mosquée en Turquie, on a gravé sur un temple à Hampi une graine de vie. Il me semble que c'est dans la cité interdite, on a cet énorme chat-dragon, l'espèce de chat-dragon à la chinoise, donc en fait une sphère avec ce motif de la fleur de la vie, qui est magnifique. En Italie avec Leonardo da Vinci, donc il a rédigé un bouquin avec un mec qui s'appelle Luca. Et ce bouquin qui s'appelle, laissez-moi retrouver ça, je vous le retrouverai, je vous le posterai quelque part, où j'en parlerai plus en détail dans un autre. Voilà, il a écrit un bouquin qui est un traité de géométrie, où en fait tout ce qu'on t'enseigne a été dessiné par Leonardo da Vinci avant, voilà, dans un bouquin. Il avait déjà compris toutes ces choses-là. Et en Égypte aussi, donc on a ce motif qui se retrouve au temple d'Abydos. Et ce qui est intéressant avec le motif égyptien, c'est qu'il est littéralement dans la pierre. Il n'est pas gravé, il est imprimé dans la pierre. Personne ne sait pourquoi, personne ne sait comment, surtout. Comment les mecs font débrouiller pour imprimer un symbole aussi parfaitement symétrique et similaire dans la pierre, sans le graver. C'est une des énigmes archéologiques du moment en Égypte. Je trouve que c'est un sujet intéressant, qui est assez intriguant aussi, qui mérite d'être souligné. Donc on va faire un petit focus sur la Grèce, qui est le berceau de notre civilisation, hein. Enfin, c'est plutôt le berceau de la manière qu'on a d'enseigner, de la manière qu'on a de réfléchir les sciences. Et donc on a cette belle citation de Platon, la géométrie tirera l'âme en direction de la vérité afin de créer l'esprit de la philosophie. Donc il faut savoir que pour les Grecs, il y a très peu de différence entre science et philosophie. Pour eux, la philosophie, c'était une science. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, les Grecs ont formé les premières écoles de haute éducation, ce qui est aujourd'hui nos universités, basiquement. Et l'éducation, c'est la première fois que l'éducation, la haute éducation, prend une vraie place prépondérante dans la société. Donc, c'est le moment où on dit, bon voilà, pour être un citoyen, on a besoin de gens qui sont élevés
élevés dans un sens, voilà, qui connaissent les bases des sciences et du langage. Donc les bases des sciences et du langage selon les Grecs, c'est les 7 arts libéraux. Pardon. Donc c'est l'éducation à la grecque. Et c'est constitué par le trivium et le quadrivium. On verra l'importance dans un autre cours du triangle et du carré dans la création de l'espace, la création de tout. Donc ils prenaient le trivium c'est le langage, donc qui a consisté en la logique. Ils mettent la logique dans le langage, hein. La rhétorique et la grammaire. Et le quadrivium, c'est plutôt ce qu'on va appeler les sciences. Donc, on va avoir la géométrie, la musique, la cosmologie et l'arithmétique. Il faut savoir qu'on peut tout rentrer dans les mathématiques, hein. En gros, les mathématiques, c'est un peu le code de la réalité. C'est un peu la base de toute science. Pas de science sans mathématiques. Donc c'est un peu le côté langage, science, qui viennent ensemble. Et ils viennent ensemble pour une raison. Ils viennent ensemble pour créer ce qu'on appelle la métaphysique. Et donc vous avez sûrement vu de nombreuses citations de Platon, d'Aristote ou de Pythagore. Et les mecs se retrouvent partout. On les a en cours de maths, on les a en cours de philosophie, on les a partout. Ils parlent de tout le temps, partout. Et on se demande, est-ce qu'ils sont philosophes? Est-ce qu'ils sont mathématiciens? Qu'est-ce qu'ils sont? En fait, ils sont un peu de tout. Parce qu'ils utilisaient la philosophie avec la science. Et pas pour une bonne raison, c'est parce que ce qu'on observe, et c'est ce qu'on va voir dans la slide d'après, ce qu'on observe n'est pas forcément ce qu'est la réalité. Nos sens, nos 5 sens ont cette limitation intrinsèque. Ils sont 5 sens. Et il faut savoir qu'un papillon a 8 sens, par exemple. Un papillon a 8 sens, on peut imaginer qu'il perçoit la réalité très différemment. Donc méta, dans métaphysique, signifie au-delà. Donc on est au-delà de la physique. Et c'est ça qui est intéressant. On ne va pas se contenter de regarder la physique et c'est tout. Regarder avec nos yeux et c'est tout. On va à la fois réfléchir et regarder. Donc on va utiliser nos 2 parties du cerveau, on va sortir de la pensée linéaire. C'est ça la métaphysique et c'est ce qu'on fait nous chez Infinity. On se dit, on va utiliser la science et on va l'élever grâce à la philosophie pour expliquer le réel, pour expliquer notre expérience du monde et notre expérience du monde en 3 dimensions. Et ça c'est très important, c'est qu'on est dans un monde en 3 dimensions, c'est-à-dire que toutes les dimensions existent en même temps. Et donc, il y a une 4e dimension, il est très bien d'avoir des gens vivant dans la 4e dimension, c'est juste que notre cerveau ne peut pas le comprendre, c'est pour ça qu'on a besoin de la philosophie, on ne peut pas le prouver non plus. Mais ça fait sens. Alors on me dit que mon micro a des interférences, alors je vais le mettre plus haut. Je ne sais pas si ça va résoudre le problème, mais hop. Ok, allez. Et on a cette bonne allégorie, la grotte de Platon. Donc, la grotte de Platon, elle va vous démontrer ce que je viens de vous dire. C'est Platon qui imagine qu'on fait naître des gens dans une grotte et on les enchaîne à cette grotte, c'est super joyeux, hein. Et on leur fait, pour eux, on fait en sorte que leur seule réalité, ce soit cette grotte. Et pas juste cette grotte, juste un mur dans la grotte. Donc ils sont enchaînés, comme vous voyez, à ce poteau. Donc vous avez ce poteau, ils sont enchaînés là, et leur seule expérience de la réalité, ils sont séparés par un mur Ils sont séparés par un mur de briques, et on projette... Hop, je vais me remettre, moi qui parle, plus sympa. Et on projette des images sur le mur, en leur faisant croire que voilà, c'est l'expérience du réel. C'est la petite distraction du jour, on fait des petites histoires avec des petits personnages en carton qu'on projette sur le mur, et pour eux, c'est leur réalité. Et donc, c'est ce qu'ils perçoivent. Pour eux, ils ne peuvent pas bouger, ils sont enchaînés, c'est la vie. Voilà, la vie, c'est d'être enchaîné à un poteau, dans une grotte, contre un mur, et à regarder des silhouettes bouger, des flammes, et on peut imaginer que le feu danse, fait des différents effets lumineux sur la grotte.
mais c'est toute leur expérience de la réalité. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à un moment, un des prisonniers s'échappe, il va dehors, alors le temps qu'il s'adapte à la lumière, après il regarde dehors, il fait « Ah ouais, mais la réalité c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais ». Et il va revoir les copains, il fait « Bon les gars, la réalité, c'est pas ça quoi. La réalité c'est beaucoup plus que ça, c'est pas des images, juste des silhouettes sur un mur, des ombres quoi. » Et donc on peut imaginer que forcément que les gens le regardent et disent « Mais de quoi tu parles hein? De quoi tu parles ?» C'est pas possible parce que tout ce qu'on expérimente, c'est ça. Donc c'est un peu une allégorie pour la limite de nos sens, la limite du monde tridimensionnel. C'est un peu la limite de notre expérience de la réalité. C'est que ce qu'on voit n'est pas forcément... le monde tel qu'il est vraiment conçu. C'est pour ça que les mathématiques, qui sont une science exacte, vont nous montrer la réalité du monde dans une certaine mesure. Et nous, on va utiliser la géométrie, puisqu'on peut imaginer que les mathématiques, c'est assez difficile à comprendre. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec. Mais on peut imaginer, par exemple, que 10 tableaux blancs remplis d'équations rentrent en fait dans quelques solides 3D qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et c'est ça tout l'enjeu de la géométrie sacrée, toute cette nouvelle science qui émerge avec Nassim Haramein, avec Jain Mathematics, donc tous ces gens qui commencent à prendre la géométrie et dire, bon voilà, c'est peut-être plus simple de voir ça en tant que géométrie qu'en tant qu'équation mathématique super longue et très difficile à concevoir, parce qu'on parle de code quand nous, on expérimente la vie en 3D, pas en code. Et donc, ce que ça nous apprend, c'est regarde, comme le dit Platon, regarde au-delà des ombres du mur et observe la vraie nature de la réalité. C'est la pensée métaphysique. Nous ne percevons pas la réalité dans son intégralité, mais nous pouvons, en quelque sorte, la définir grâce à certaines sciences, dont la géométrie. Et donc, l'imperfection que l'on expérimente au quotidien, dans la nature, en nous-mêmes, dans les relations entre les gens, c'est vraiment, on parle de tout. Le tout imparfait est en fait un code que l'on peut mettre en volume, qui est, lui, parfait. Voilà. Donc, c'est ce dont on va commencer à parler. On va voir la création de l'espace à travers le modèle rotationnel. Donc avant tout ça, on va voir comment la majorité des sciences aujourd'hui voient la création de l'espace. Ils voient la création de l'espace comme ici dans un modèle translationnel, ce qu'on appelle translationnel. C'est-à-dire qu'on a la 0D, le point. Ça, je pense que tout le monde l'assimile plus ou moins. On va parler de rien. Il n'y a rien. Voilà, c'est juste un point dans l'espace, il n'y a rien. Infiniment petit, voilà, ce qu'on vous explique qui est un peu abstrait à l'école. Donc on a ce point, et de ce point va partir une ligne créant la première dimension. Une première dimension, c'est une ligne. Et donc dans le modèle classique, c'est une ligne qui part du point et qui s'étend d'un côté, dans une direction. Ensuite, cette ligne va, on va dire, s'étendre de deux côtés à un moment pour créer un carré, la deuxième dimension, le plan, puis un cube, troisième dimension, un solide, puis en 4 dimensions, ce qu'on appelle un hypercube. Donc il faut savoir que ça va se retrouver dans nos enseignements, mais ça ne va pas se retrouver comme base. C'est pas une base, c'est une... comment dire, c'est une... c'est une... un cube va s'intégrer en fait dans une sphère. C'est là que je vais vous parler pourquoi nous parlons en fait de modèle rotationnel plutôt que de modèle translationnel, parce que en fait on part du principe que le monde est équilibré. Donc on a cet équilibre constant des forces, et donc il n'y a aucune raison de penser que au tout début de la création, la matière se serait exprimée dans une direction. On imagine plutôt que ça s'exprime dans toutes les directions possibles. Et donc du point, on va passer à une ligne, mais une ligne qui s'exprime en équilibre. Donc qui part d'un côté et de l'autre en parfait équilibre.
Donc cette ligne, grâce à une rotation, nous allons créer un cercle, puis une sphère par la rotation du cercle dans une nouvelle dimension de l'espace. Et ça, je vais vous le montrer dans mon logiciel 3D, juste après. Et ensuite, on va passer en 4e dimension avec le torus, le tor en français. Je parlerai de torus parce que c'est comme ça qu'on parle en anglais, mais c'est le mot latin et je préfère, je trouve que c'est un peu plus sympa. Donc voilà, et, le torus, le concept, c'est que c'est le champ électromagnétique. Et le champ électromagnétique, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir. Pourtant, c'est quelque chose dans lequel vous êtes. Vous êtes inclus dans ce champ électromagnétique en continu, comme la planète Terre ou n'importe quelle planète est inclue elle-même dans un champ électromagnétique, comme la galaxie est inclue elle-même dans un champ électromagnétique. Et donc, on aura toujours cette notion de point. Ici, il n'y a pas le point, mais bon, il faut imaginer qu'il y a le point au centre, et un point ici au centre, qui est en fait là où tout se rejoint à un moment. Donc, l'espace circulaire vient d'une rotation, et c'est pour ça qu'on utilise le compas, et que l'utilisation du compas est intéressante parce qu'on ne va pas avoir besoin du centimètre, du mètre, on ne va pas avoir besoin d'unité de mesure. L'unité de mesure, ce sera l'ouverture de votre compas. Et donc, on va parler de ratio. C'est pour ça que le dessin géométrique est beaucoup plus puissant que les mathématiques, parce qu'en mathématiques, en utilisant des unités, le problème, c'est qu'on va avoir du mal à exprimer les ratios, donc la relative taille des choses d'une chose par rapport à une autre. Quand on utilise un compas, on n'a pas ce problème. On a juste à prendre une différente ouverture qui va se retrouver dans notre dessin qu'on a déjà construit. Et donc, on va pouvoir retrouver des ratios comme le nombre d'or, comme pi, très facilement dans le dessin, au compas et à la règle. Et donc, comme le dirait Platon, Dieu toujours fait de la géométrie. On va voir plus tard, demain, en vrai, on va voir demain ce que ces gens-là entendaient par Dieu, en dehors des religions. Là, on va passer, voilà, on va parler un peu plus du torus. Et on va parler un peu plus du torus en allant dans mon logiciel 3D qui est Cinema 4D. Je vais vous montrer comment se crée un torus. Un torus, on dit théoriquement, c'est l'effet de rotation de deux cercles l'un dans l'autre. Alors c'est un peu flou comme ça, mais je vais vous montrer en fait ce dont parlent les gens. Mais d'abord, je vais vous montrer la création de l'espace. Donc là, on peut voir que je suis en vue de haut, top. Donc je suis en vue de haut, je suis dans un espace 2D. J'ai un espace 3D aussi, qui est cet espace-là, mon espace perspective. Donc là, vous pouvez voir, j'ai un centre. Ici, c'est le centre du monde, ce qu'on appelle le centre du monde. Le centre du monde, c'est ce centre des trois axes, les trois axes 3D bien connus. Et donc, ce que vous allez voir, c'est que quand on passe en 2D, on va essayer de créer le monde. Pour l'instant, le centre du monde ne comporte rien. Je peux zoomer à l'infini. Vous pouvez voir que je peux zoomer. Je peux zoomer à l'infini et avoir toujours infiniment petit. Il n'y a rien, mais il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Donc c'est le point, la notion de point. Le point perdu, infiniment compressé, uni. Ce qu'on dit, c'est qu'il est uni, il est infini, mais il est rien. Il n'est pas là. Donc, je vais symboliser ce point avec une sphère, par mesure de, bien sûr, pratique. Et si vous pouvez le voir, c'est quand même mieux pour comprendre. Cette sphère, je vais juste rapidement lui donner la rande blanche. Voilà, vous avez un point perdu dans l'espace. Allez, hop. Ce point perdu dans l'espace, je vais le faire plus petit. Hop, voilà. Donc, ce point, c'est notre 0D. Pas de dimension. Il n'y a pas de dimension. La 1D, souvenez-vous, commence avec une ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter quelque chose qui s'appelle un n côté. Donc, comme vous l'avez appris normalement en maths, je vais l'aligner de la bonne manière. Comme vous l'avez appris en maths, vous pouvez une forme en 2D a un nombre de côtés défini. Le cercle ayant un nombre de côtés infini. Donc, on va prendre deux côtés. Voilà. Donc, ce que j'ai, parce que je suis en vue de haut, et parce que l'alignement de mon plan est en XY, là, vous voyez,
XY, c'est bien sûr Y est là. Vous voyez ici, le point de référence de mon espace est ici. Donc on a X, Y. Ce qu'on va faire, voir, c'est que quelque chose en 2D, en 1D, pardon, parce qu'on prend un seul point de vue. Et donc on va avoir une ligne se créer. Mais cette ligne, il faut comprendre que, là vous allez voir, quand je passe dans une vue qui n'est pas la vue de haut, je prends la vue droite. Je ne vais pas prendre la vue droite. Je vais prendre la vue de face. Voilà. Quand on prend la vue de face, ce qui va se passer, quand je vais augmenter le nombre de côtés, boum, je vais passer en 2D. Je passais en 2D, je passais en plan. Il faut savoir que la 2D commence avec un triangle. C'est la première phase 2D. Là, vous voyez que j'ai une ligne. Je passe en 3 côtés. Forcément, 2 côtés, ça n'existe pas. C'est une ligne. Donc en 3 côtés, on va avoir un triangle. On dit que le cercle est la plus grande forme possible. C'est pour ça qu'on l'utilise, parce que c'est la forme qui va remplir le plus d'espace. Tout simplement. Donc on va voir, en fait, plus j'augmente le nombre de côtés, plus je tends vers une sphère. Mais c'est pas une sphère, en fait. Une sphère, ça va être c'est pas un cercle, en fait. C'est un polygone d'un nombre de côtés défini. Une sphère est dans l'infini. Donc on va jouer un peu sur ça. Moi, je vais mettre 100 côtés. Donc on va dire que c'est un cercle. On va admettre que c'est un cercle, parce que forcément, je ne peux pas mettre plus l'infini. Mais ça va nous donner l'illusion que c'est un cercle. Donc c'est comme l'illusion que le point est un point. Donc depuis ce cercle, qui est notre deuxième dimension, on va créer une sphère. Une sphère, c'est simple. Moi, je vais la créer là. Je vais la mettre à la bonne taille, qui est 200. Je vais garder mes ratios assez cohérents. Donc là, on va passer en 3D. Et on va se rendre compte, déjà, ma sphère, pour avoir une sphère parfaite, c'est le même principe. Hein, je peux multiplier les faces ou les réduire. Et quand je les réduis, je vais avoir différents polygones. Ma sphère, hop, faisons une sphère à peu près régulière. Donc, ce qu'on va voir avec ma sphère, c'est que mon polygone ici, qu'on va voir, hop, on va surligner ici légèrement, vous voyez ce petit trait blanc. Quand je le tourne, on voit bien que ça crée ma sphère, tout simplement. Donc c'est une rotation qui va créer une sphère. Depuis ma sphère, pour avoir un torus, ça va être un peu différent. On va écraser ça. On va garder notre n-side ici. Je vais pas masquer mon point. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre n-side. Et on va le mettre sur un autre plan. Voilà. On va le décaler. On va le décaler un peu de 200. Je garde tout à 200. Hein. Quand vous regardez, tout est à 200, 200, 200. Là, quand je déplace, c'est 200. Donc, on est exactement au centre. Le centre vient s'inclure là sur le côté sur le côté de mon précédent cercle. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser un outil qui s'appelle le sweep, qui en fait prend une forme 2D et la duplique à l'infini autour d'une autre forme 2D. Donc, ce qui va se passer quand je vais faire ça, prendre un sweep, mettre le premier et le deuxième ensemble dans le sweep, ce qui va se passer, c'est que je crée un torus. Pour avoir un peu, hop, on va se mettre ça au centre, pour un autre point au centre. Tout est décalé parce que ma référence est décalée. Voilà ce qu'on a créé en ayant deux cercles qui se révolutionnent l'un sur l'autre. On va créer un torus. Donc c'est notre fameuse quatrième dimension avec notre point infiniment petit qui se retrouve à l'intérieur. Donc là on peut déjà commencer à voir que cette forme est assez particulière. Si je me mets en vue de haut, ça va être assez intéressant. Si je me mets en vue de haut, ce que je peux faire, c'est faire ça. Voilà. Subdiviser un peu. Donc là, ce qu'on va remarquer, en premier lieu, c'est que ça ressemble étrangement à une onde. Quand on regarde en vue de haut, donc c'est une vue 2D d'un objet qui est supposément en 4 dimensions. Bien sûr, ici, c'est en 3 dimensions dans mon logiciel. Il faut avoir un peu d'imagination pour suivre ça. Mais on va imaginer, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans un lac ou dans une étendue d'eau plate quand vous lâchez une goutte d'eau. C'est exactement ce qui va se passer. La goutte d'eau, c'est le point qui vient interagir avec votre plan. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir toutes ces ondes qui vont se répartir. Donc toutes les ondes créées par une interaction sur un plan d'eau. Donc c'est une onde non sinusoïdale, mais c'est quelque chose qui est vibratoire.
Et là, c'est un premier truc intéressant qu'on va voir, c'est que tout est vibration, et c'est un peu ce qu'on voit là. Donc là, on va passer dans un truc un peu plus intéressant et un peu plus complet. On va essayer de retrouver un motif de la nature à travers ça. Ce que je vais faire, quelque chose de très simple. Déjà, je vais passer ça pour des raisons pratiques, puisque c'est un logiciel 3D, c'est pas parfait. J'ai besoin de le mettre à 0,00001. Et je vais faire une rotation à 180 degrés. Ce qui va se passer, hop, voilà, quelque chose de mieux. Non, ça peut être un 40. On va mettre tout ça à 40 faces pour avoir un équilibre. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous mettez de l'aléatoire dans ces valeurs, au bout d'un moment, ça ne va pas vous donner quelque chose de parfait. Donc si vous voulez quelque chose de parfait dans ce genre de logiciel, il faut tout avoir. Hop, toutes mes subdivisions dans l'espace vont être, je les ai mises à 40 et toutes mes tailles sont à 200 cm. C'est juste pour avoir une valeur de base. Disons que mon 200 cm, c'est comme 1. Donc là, ce qui se crée, c'est un motif. Ce motif, on le voit, il a une certaine beauté, une certaine perfection. Et si vous le dit quelque chose, c'est pour une bonne raison. Parce que ce motif, vous allez pouvoir le retrouver dans la nature, tout simplement. Donc, je vais revenir rapidement sur mon slider avant de continuer. Hop. Donc, ce qu'on va voir d'abord, c'est ce que je voulais vous dire avant, c'est voilà, cette onde, c'est exactement ce qu'on voyait sur notre torus en prenant une vue 2 dimensions. Donc, en fait, on peut se dire qu'en 3 dimensions, on voit la 4D représentée en 2 dimensions, qui s'exprime dans notre espace tridimensionnel. Donc là, je vous ai mis une petite courbe. C'est très simple, c'est une courbe sinusoïdale. Et là, on peut voir, en fait, disons que notre surface d'eau plane, c'est cette ligne, c'est le 0. C'est le 0 parfait dans le temps. Ça ne bouge pas, c'est stagnant, c'est plat. Rien ne se passe. Et là, on vient interagir avec ce 0. On vient ou mettre notre doigt, tout simplement, ou lâcher une goutte, ou lâcher un objet. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un épicentre, notre point, et on va voir cette réverbération qui s'étend jusqu'à qu'elle s'affaiblisse et se fonde dans la masse. Mais ça va être toujours là, ça va toujours vibrer. En fait, le 0 parfait n'existe pas, à part dans la 0D. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on passe d'un 0 à 1, une alternance cyclique entre moins 1 et 1, entre 1 et moins 1. Et donc ça va nous parler beaucoup de pourquoi, dans notre réalité, dans notre monde, tout est plus ou moins cyclique. Tout est plus ou moins, voire beaucoup plus que moins, cyclique. On a une respiration. La respiration, c'est pas vous prenez de l'air en continu et l'air, le CO2 va sortir en continu aussi. Non, si vous avez besoin de prendre de l'air, de remplir, donc d'avoir une expansion, puis d'avoir une contraction pour faire sortir ce que vous avez à faire sortir de vos poumons et de votre organisme. On va voir ça aussi avec un cycle un peu plus grand. On va prendre un jour. Donc on a un cycle de jour et de nuit. Et dans ce cycle de jour et de nuit, on va observer un cycle de la Lune, par exemple, qui fait 27-28 jours à peu près. Ensuite, on va avoir un cycle de révolution de la planète autour du Soleil, qui va être un jour aussi. Mais on va avoir aussi ce cycle de balance qui est l'année. Donc on va vraiment avoir tous ces cycles à tous les niveaux et à toutes les échelles. Et les Mayas, par exemple, dans leur calendrier, parlent de cycles qui ont 2500 ans, voire 100 000 ans, donc des cycles beaucoup plus grands. Et donc on est en fait dans une imbrication de cycles qui répondent totalement à ce concept qu'on peut observer sur une simple surface d'eau, qui est en fait une sinusoïdale, que la vie, c'est un peu juste ça, une sinusoïdale. Donc la vie, c'est un peu juste un agencement de cycles qui viennent les uns dans les autres. Et quand on s'inclut dans ces cycles, la vie est plutôt sympa. Quand on essaie d'en sortir, essayez d'arrêter de respirer, par exemple, je pense que vous allez avoir un problème. Essayez de lutter contre des cycles naturels, contre la mort, c'est pas possible. Quelque chose qu'on ne sait pas faire parce que la vie inclut la mort. Le 1 inclut le moins 1. Le positif inclut le négatif. Imaginez une vie sans négatif, tout positif, vous n'avez pas de notion de référence du positif. Et c'est un peu le problème. Et donc c'est un peu ça
que représente le torus, le champ électromagnétique. Maintenant, on va regarder quelque chose dans mon calculateur ici de électromagnétique et on va se rendre compte de quelque chose. C'est que ceci, c'est la lumière que vous pouvez percevoir avec votre vue. Et là, je vais vous montrer un champ électromagnétique. C'est en vrai tout ça. C'est toutes ces choses que vous ne pouvez pas percevoir. Ça part ici et c'est très très long. C'est très long avant de pouvoir juste arriver à ce que vous pouvez voir en tant que lumière. Et ensuite, au-delà de ça, c'est encore très long. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, ce que vous percevez n'est qu'une infime fraction de ce que vous pouvez percevoir théoriquement. Et ce que perçoivent sûrement les gens, des entités peut-être qui pourraient exister dans la quatrième dimension. Mais nous, dans notre troisième dimension, ceci est la seule chose que l'on voit, ces couleurs, qui représentent en fait la lumière, qui représentent l'existence. Vous pouvez imaginer que si tout était noir, on aurait beaucoup plus de mal à exister. Donc on va revenir dans le logiciel, à notre super torus, qui a ce motif si intriguant. Je vais vous montrer avec un rendu comment s'exprime ce torus. Donc je vais mettre ça rapidement dans ce que j'appelle un atom array. C'est une vue fil de fer, hein, basiquement. Juste transformer le solide en fil de fer. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, on va mettre ça un peu plus petit pour voir les détails. Et donc ce qu'on obtient, on a notre centre. Notre centre, c'est bien notre point. On peut imaginer qu'il est infiniment petit. Et puis de ce point, on a ce motif intriguant qui ressort. Donc ce motif intriguant, je vous ai préparé une petite image. Ce motif intriguant, il est retrouvé dans la prochaine slide. Je vous ai fait le petit montage. Il se retrouve par exemple dans le tournesol. Il se retrouve dans beaucoup de plantes, dans le centre de beaucoup de plantes. Quand on réfléchit, c'est exactement comment s'agence ce tournesol. Ici, on le voit bien, tout suit bien les mêmes lignes. Donc, j'ai un petit problème d'échelle. Il faut savoir que la nature a un léger décalage tout le temps, une légère. Disons que l'environnement influe sur les énergies de création. Donc, on va parler là de croissance en fait. Quand on voit ça, on parle de croissance du tournesol. C'est la manière, on va dire, le motif que suit le tournesol dans sa croissance, dans le temps. C'est un peu une représentation de l'espace-temps quand on y réfléchit, ce torus. Et donc, ce qu'on va observer dans un tournesol, la première chose, c'est qu'on va observer un cercle autour et un point au centre. Et tout converge vers le point dans ce motif intriguant qu'on retrouve que je vous ai construit juste avant dans le logiciel. Et donc ça, c'est quelque chose de très intriguant, c'est parce que on peut voir en fait que les mathématiques influencent grandement, et la géométrie influence grandement la nature, mais très logiquement. Cela n'empêche en rien la nature d'avoir cette magnificence grâce à la symétrie. Donc nous, ce qu'on va vous apporter, en fait, c'est voir à travers tout ça et voir comment cette réalité se transforme. Ça va avoir beaucoup d'applications dans votre vie, juste de l'observation. Ça part de l'observation avec vos enfants ou avec vos amis dans la nature pour comprendre ce qui se passe, comprendre comment les plantes se construisent, comprendre que les plantes ont différentes fréquences. Toutes ces choses, en fait, c'est une empreinte. On va voir l'empreinte du torus, l'empreinte de ce champ électromagnétique dans notre réalité. Malgré le fait que c'est un objet 4D, on peut dire que la quatrième dimension s'imprime dans notre troisième dimension et s'exprime dans notre troisième dimension. En revenant dans le logiciel, je vais vous montrer un autre truc assez marrant. Une autre forme d'un autre domaine de la nature. En prenant, et là je vais prendre quelque chose de très simple, je vais aller là, j'ai un paramètre qui s'appelle N-Scale, donc c'est mon échelle. En jouant sur ce paramètre, je vais voir que quelque chose se passe. Donc j'ai un côté qui s'étend, et j'ai un côté à l'intérieur qui grandit, et qui a un peu une réverbération du même motif. Et donc quand je vais les faire matcher comme ça, je vais les faire coller l'un à l'autre, la structure n'est pas faite pour ça. C'est pour ça que tout est un peu... je vais vous enlever juste la rotation. Normalement, ça doit ressembler plus à quelque chose. Ou alors je fais une très grande rotation et j'enlève quelques côtés pour y voir plus clair.
Allez. À partir de là, très bien. Donc là, si je fais un rendu, on va voir. Qu'est-ce que cette forme nous montre? Elle nous montre en vrai une coquille de Nautilus. C'est cette fameuse coquille. Elle est connue pour suivre la suite de Fibonacci, la spirale de Fibonacci. Donc juste en jouant sur ce paramètre, il faut savoir que j'ai rajouté aux alentours de 500. Donc c'est un ratio précis. Il n'y a rien au hasard, mais c'est des ratios. Donc le problème des ratios, c'est que j'ai pas le nombre précis. Le nombre précis, c'est le fruit d'une division. Il ne sera pas en nombre entier. Donc on a cette coquille de Nautilus, et donc on a cette impression, vue de haut, on est toujours en vue 2D. Il faut savoir qu'on est toujours en vue 2D, donc en vue 2D, on voit exactement un motif de la nature fait à partir de cette forme, qui est le torus. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai oublié de dire mercredi dernier, c'est que quand je passe, qu'est-ce qui se passe quand je passe en vue de perspective? Eh bien, on va voir qu'en fait, ma vue de perspective est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai à la base. Et là, vous voyez bien, c'est de haut, oh, magique, c'est magique, j'ai une coquille de crustacés, de fruits de mer, mais quand je viens dans mon espace 3D, en fait, j'ai une forme très étrange, et qui est en fait une forme très étrange, parce que c'est une forme 4D, donc je vous la montre, c'est quelque chose... Vous le voyez, vous savez qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Et quand je tourne autour, vous voyez aussi qu'il y a un truc très un peu mystique, qui est un peu un truc comme je sais pas si vous connaissez les escaliers infinis de Escher, mais c'est un peu l'idée, quoi. Un peu l'idée d'avoir un truc infini, quoi. Un mouvement infini représenté en 3D. Il faut s'imaginer que tout ça est en mouvement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, j'ai une autre image à vous montrer, c'est qu'on va avoir cette impression de la vue 2D de la 4D qui va se retrouver dans notre 3D, comme par magie, exprimée là. Et donc, c'est là ça devient intéressant, en fait. C'est là qu'on trouve que, en fait, il y a beaucoup de similitudes, de similarités entre ce qu'on appelle la nature et les mathématiques et la géométrie. Et donc là, on voit bien, c'est ma coquille, c'est une coquille que j'ai rendue quand je bossais sur le cours. Je vous ai mis un rayon X d'une vraie, et donc on voit bien qu'on a cette suite de Fibonacci qui va s'exprimer à l'intérieur. Donc on a cette étroite relation avec les ratios, et c'est ça qui est important, parce que demain, je vais vous introduire la relative expérience que l'on a de l'espace et du temps à travers les fractales. Et donc ça, c'est totalement... la suite de Fibonacci, c'est quelque chose qui est un ratio. C'est pour ça que les gens, on ne peut pas vous donner un nombre, on peut pas vous dire que c'est 4. C'est un nombre, une fraction en fait. On parle de fraction. Et donc c'est un ratio plus qu'un nombre entier. Les nombres entiers sont trop limités pour exprimer ce genre de choses. Et donc la clé en fait de la compréhension de l'univers se retrouve dans les ratios tels que le nombre d'or. Et c'est ce qu'on retrouve dans, par exemple, les constructions comme la pyramide de Gizeh. Les pyramides de Gizeh, pardon. Elles sont toutes construites selon le nombre d'or. Et donc c'est là qu'on voit qu'en fait on a eu ces legs de ces anciennes civilisations pour nous dire, regardez, les ratios sont beaucoup plus intéressants en fait que les nombres entiers. Les nombres entiers, on les utilise dans la vie de tous les jours pour dire, j'ai acheté 2 baguettes de pain. On va pas dire, j'ai acheté 1,618 baguettes de pain. Donc c'est un peu un côté pratique pour nous d'avoir une échelle, d'avoir le mètre. Sans le mètre, on peut pas faire de calcul précis. Voilà, donc on utilise ça, mais il faut savoir que la nature s'exprime en ratio et non en nombre entier. Et on va passer à une vidéo que j'apprécie beaucoup, qui va vous montrer, de 1, pourquoi nous préférons réfléchir l'espace en termes sphériques, avec l'exemple des bulles. Je vais vous montrer cette vidéo assez courte, une petite minute. Donc on voit ce mec, il crée des bulles. Donc il crée des bulles, il les colle ensemble. Il faut voir qu'elles se collent, et quand elles se collent, elles créent un espace plat. Ensuite, ce qu'il fait, donc les bulles sont automatiquement sphériques. Elles prennent le plus d'espace possible. Et on crée une bulle au centre. Et cette bulle au centre, je vais faire une petite pause. Cette bulle au centre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va créer un tétraèdre. Elle crée un tétraèdre parce que nous avons 4 bulles et parce que le tétraèdre a 4 faces.
c'est une pyramide, basiquement. Une pyramide à 3 côtés. Et donc, en fait, on va voir que ce qui est intéressant, c'est que les formes géométriques vont se créer dans un espace sphérique, mais surtout entre des espaces sphériques. Et la compression de ces sphères entre elles crée différentes formes géométriques selon le nombre de sphères que l'on met autour. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va rajouter une cinquième et une sixième sphère, la cinquième et la sixième, nous avons un cube, parce que nous compressons l'espace de manière équilibrée en 6 points, nous pouvons créer quelque chose qui est de l'ordre du cube. Et c'est exactement pour ça que je vous ai dit que l'espace cubique allait arriver après, parce que l'espace cubique vient d'un espace sphérique. Il ne peut pas exister en dehors d'un espace sphérique. C'est pour ça que la sphère est aussi le plus grand des solides, la plus grande possibilité des solides. Et donc quand nous rajoutons un nombre assez, je crois que c'est 12, on va avoir un dodécaèdre se créer. Et donc tout ça sont des solides platoniques. Il faut savoir qu'on travaille avec les solides de Platon, qui sont les solides qui rentrent dans des sphères. C'est de la construction logique. Si on peut mettre un nombre incalculable de polygones dans un cercle, parce qu'un cercle est un polygone d'un nombre infini de côtés, on ne peut pas mettre un nombre infini de solides dans une sphère. Il n'y en a que 5. Il n'y a que 5 possibilités. Donc quand on passe en 3D, il y a comme une complexification de l'espace qui crée la troisième dimension que vous expérimentez et qui crée toute cette beauté que vous pouvez observer dans la nature ou dans votre être, dans votre propre être, et dans cette beauté de la vie, tout simplement, que l'on expérimente dans notre dimension. Et donc, je prends cette métaphore des bulles, et je la reprendrai plus tard, puisqu'on va parler de la fleur de la vie, comment la dessiner et comment la penser. La fleur de la vie, on parle justement de bulles, on va les projeter en espace 2D. Il faut savoir que ce que vous voyez dans la fleur de la vie, dans ce beau motif, en fait, c'est exactement ce que je fais avec le torus quand je prends ma vue de haut. Donc je prends une vue 2D d'un objet 4D, et je vais avoir magiquement cette chose s'exprimer dans la 3D, telle la coquille la coquille que je vous ai montrée, ou telle le tournesol. Donc ce qu'on fait nous nos ancêtres dans le monde 3D, ils ont pris en fait le monde 3D et ils l'ont mis à plat en 2D. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fleur de la vie. Et on va voir comment cette fleur de la vie encode de la même manière notre 3D dans la 2D. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que tout découle de la dimension supérieure en fait. C'est comme si tout se créait du point, boum, on se crée, on ne sait pas combien il y a de dimensions encore. Donc on va estimer que 1, il y en a un nombre incalculable. Mais de ce qu'on voit, en fait, on peut comprendre un peu la 4e dimension parce qu'elle est omniprésente dans notre 3e dimension. Elle est littéralement ce qui fait notre 3e dimension, tout s'exprime dans notre 3e dimension à partir de la 4e dimension, à partir de ces géométries-là. Et donc, dans la fleur de la vie, on va voir quand on la construit, je vous en parlais juste en outro, donc en conclusion, comment en fait dans cette fleur de la vie on va avoir encodé tous les solides de Platon, mais aussi beaucoup plus que ça. Et donc c'est pour ça que c'est la base de ce qu'on appelle la géométrie sacrée, ou ce qu'on appelle la géométrie universelle chez Into Infinity. Et on va voir à quel point cela renferme beaucoup de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessiner un peu. Si vous avez préparé votre feuille de papier, votre compas et votre règle, vous n'aurez pas besoin de la règle par ailleurs, mais vous pouvez le prendre. Sinon, vous pouvez aller sur intoinfinity.com/live, cliquer sur le bouton rejoindre la classroom qui s'appelle Join the Classroom. Tout est en anglais parce que je suis le seul professeur en francophone, donc nous n'avons pas de traduit pour moi. Et vous pourrez accéder à GeoGebra. Sinon, vous pouvez l'avoir en ligne aussi, tout simplement, sur le site web directement. Et donc, ce qu'on va faire, on va prendre un cercle. On va prendre un point. Allez, on va tout commencer par le point, on va faire ça bien. Prendre un point. Donc, le concept, c'est le point, la 0D. La première dimension, ça va être l'espacement que vous mettez dans votre compas. Donc, le rayon, en fait. Le rayon va être 1. Et donc, ce qui va se passer, c'est que du point, on va étendre, donc de rien, du point, on va étendre, hop, pour créer donc notre première dimension se situe entre le point et mon curseur, n'est-ce pas? La ligne qui sépare en fait la ligne imaginaire de l'espacement de votre compas, tout simplement. Et
on va créer notre deuxième dimension, le plan. Donc là, on voit bien, on a notre ligne ici, si je dois la créer. Ceci est notre ligne de notre première dimension. Notre seconde dimension est là. Ensuite, vous allez prendre un point, n'importe quel point sur votre cercle. Et de ce point, vous allez créer, donc moi je vais prendre mon point B, c'est le plus simple, il est là. Et vous allez créer, vous allez rejoindre le centre. Vous ne changez surtout pas l'espacement de votre compas, parce que l'espacement de votre compas, c'est votre unité. Et c'est ça qui est très important, c'est que ça va être la source de vos ratios. Votre 1, pas votre 1 cm, votre 1, une banane, c'est juste 1. Et c'est là que vous allez pouvoir jouer avec les ratios. Et c'est pour ça que le dessin au compas est primordial. Et donc de là, ce qu'on voit apparaître pour la première fois, c'est qu'on va avoir des nœuds. Donc cette forme, c'est ce qu'on appelle la Vesica Piscis. Donc c'est un symbole que vous allez retrouver beaucoup dans le christianisme. C'est le symbole de la Vierge Marie, mais aussi de Jésus, le poisson de Jésus. Il est ici au centre. Donc ce symbole, c'est la première interaction, en gros, inter-bulle, inter-chose. Donc au début, il y a un, maintenant vous êtes deux à interagir ensemble. Donc vous formez une alliance. Et c'est là, en fait, qu'on va voir l'importance de cette notion dans ce motif de la fleur de la vie. En fait, ce motif de la fleur de la vie, il parle de l'interconnexion des choses dans ce monde, que nous sommes tous interconnectés dans un gros tout qui s'appelle l'unité. On peut imaginer que ces deux choses, ces deux cercles qui forment un tronc commun s'incluent dans une plus grande sphère qui est en fait leur conteneur. Par exemple, ils s'incluent dans l'univers. Et donc maintenant, pour créer en premier la graine de la vie, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un des... Hop, je vais vous marquer les nœuds, les premiers nœuds qu'on voit. Donc c'est la première fois qu'on peut faire une croix, en fait. Tout simplement, on peut créer une croix, mais ça on le verra dans un autre workshop pour créer d'autres motifs très intéressants. Et donc on peut prendre ces points et on peut encore tirer toujours sur notre point de référence. On va prendre A comme notre point de référence, notre centre. Et je vais prendre D, et je vais partir aussi ici. Et ensuite, j'ai créé des nouveaux nœuds. Donc, je vais repartir de mes nœuds et je vais tourner tout autour de mon point A pour créer, hop, un nouveau nœud, hop, un nouveau nœud. Et donc là, ce que j'ai créé, c'est la graine de la vie. Et c'est le premier motif qui va sortir après la Vesica Piscis dans la formation de la fleur de la vie. Et donc ce motif qui nous renvoie en fait, si vous imaginez que ces cercles sont en fait des projections de sphères, vous pouvez imaginer qu'en fait on est en phase de la division cellulaire, la division de l'embryon, donc le début de toute vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le début de toute vie suit exactement ce processus de division cellulaire, de 1 fait 2, de 2 font 4, et après on arrive à ce premier motif de la fleur de la vie. Et puis, après, au motif de la graine de la vie, pardon, et ensuite au motif de la fleur de la vie. En fait, pour créer la fleur de la vie, vous avez juste à continuer votre motif avec les nœuds que vous avez. Et donc, vous avez créé des nouveaux nœuds, là, partout, vous allez remettre encore, sauf que cette fois-ci, on va prendre comme référence les points extérieurs. Je vais le faire rapidement, je vais construire rapidement, parce que je pense que vous avez compris le principe que, en fait, vous n'avez pas grand-chose à faire d'autre que de créer encore... encore des cercles avec la même imbrication, avec la même distance, le même 1, basiquement. Et donc là, on va voir petit à petit cette fleur de la vie naître. Je vais garder mon A en centre le plus possible, garder ma référence, et on va faire grossir comme ça, petit à petit, notre motif, jusqu'à arriver au motif, en fait, tout simplement de la fleur de la vie. Donc si je dézoome, hop, et j'en ai un qui manque ici, et un autre. Donc construire une fleur de la vie, c'est au final très simple. C'est pas quelque chose d'incroyablement complexe.
Donc si vous continuez comme ça en prenant toujours votre centre comme étant A, enfin peu importe, en fait vous tournez autour. Pour moi ça va prendre beaucoup de temps et après je ne peux pas vous la couper. Mais ce que vous voyez dans, hop, je vais vous prendre ici, voilà, ça va être plus pratique parce qu'ici elles sont déjà dessinées parfaitement et sinon je vais y passer beaucoup de temps. Donc voilà, on a une croissance logique. La fleur de la vie. Donc là, j'étais parti pour faire la fleur de lune. Donc la fleur de lune, c'est quelque chose qui a été un terme qui a été inventé chez Into Infinities parce que le nombre 37, et c'est de la numérologie, va être en rapport avec la lune. Donc ça, c'est un topic peut-être que j'aborderai à un moment, mais je suis pas très dans la numérologie, c'est pas quelque chose qui me passionne beaucoup. Mais c'est pourquoi on l'appelle la moonflower, la fleur de lune. Après, on a la fleur du paradis. Donc, à partir de cette fleur du paradis, c'est en fait la fleur de lune avec le fruit de la vie par-dessus. Et donc, le fruit de la vie, c'est les cercles qu'on va avoir venir depuis, qu'on va voir venir depuis ce motif de la fleur de lune. Et donc, à partir de ces cercles, si vous reliez chaque centre de chaque cercle ensemble, vous allez obtenir ce qu'on appelle le Metatron's Cube, le cube de Métatron. Alors, c'est pas un truc de Transformers. Par contre, c'est un motif qui, dans ces lignes, renferme tous les solides platoniques de Platon. Et comme je vous disais précédemment, c'est pas juste renfermer un hexagone, un triangle, un carré, un heptagone, etc. Ça va renfermer les projections 3D en 2D. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir les lignes de projection de la 3D en 2D. Comme quand vous projetez, vous voyez, c'est exactement ce qui est ici. Vous voyez des solides 3D, mais ils sont en 2D pour vous. C'est sur un écran d'ordinateur. Et donc, ces lignes-là vont exactement se retrouver dans le Metatron's Cube. Et c'est quelque chose qui va être abordé plus précisément. Je vais vous montrer où ils sont dans le Metatron's Cube dans un cours sur ce concept des solides platoniques, les solides de Platon. Mais en gros, ce motif nous montre à quel point il est important dans la notion même de création de la réalité. Donc à la fois de l'interconnexion de tout avec tout, nous nous incluons en équilibre, théoriquement en équilibre, dans notre réel, mais aussi comme quoi tout est lié aussi à la construction de l'espace. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera abordé plus en profondeur aussi dans mes cours. Je pense que j'ai ma tête devant. Ce qui a marqué ici, c'est que ce motif forme les bases de la géométrie universelle. C'est pour ça que c'est le motif que vous voyez normalement le plus souvent dans des groupes de géométrie sacrée ou des fois de spiritualité ou même dans l'iconologie, la symbolique des religions. Ce qui m'emmène à la fin de notre workshop. Et j'ai tenu pratiquement mes temps, 1h10. Ouais, je suis plutôt fier de moi. Donc, on a vu les anciennes connaissances. Donc là, on a très rapidement, bien sûr, il y a beaucoup plus à dire sur les anciennes structures, sur les ratios qui est à l'intérieur, mais c'est une notion d'architecture, donc c'est quelque chose qui mérite un cours complet. Tout ce que je vous explique dans cette introduction mérite un cours complet et aura son cours complet. Chaque chose en temps voulu. Donc, qu'est-ce que nous ont légué ces anciennes civilisations? Au final, c'est un code, notamment via la fleur de la vie, la fleur de vie, un code, mais aussi à travers les grandes constructions. Ensuite, le quadrivium, qui est en fait la manière, enfin le trivium et quadrivium, les 7 arts libéraux de la Grèce antique, c'est les racines de la science moderne. Donc d'où vient la pensée scientifique moderne vient du quadrivium, et du trivium vient la philosophie. Et donc tout ça se rejoint dans la métaphysique pour avoir un angle de vue plus vaste. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus complet, qui parle un peu plus au commun des mortels que des équations mathématiques ou juste des solides géométriques qui se baladent comme ça sans vraiment avoir cette impression que ça a un rapport avec notre réalité. Et donc moi, ce que je vais essayer de vous apporter, c'est justement ça, c'est justement comment, en fait, vous montrer que tout est là, devant vos yeux, et tout est géométrique, et tout a cette beauté de symétrie, tout est en fait lié, et donc, comment cette fleur de la vie se retrouve dans votre quotidien, à la fois en vous, dans votre esprit, mais aussi dans votre environnement, aussi autour de vous. Ensuite, on a vu la création de l'espace, donc de
rien du tout à tout et rien, ce que j'aime bien dire, c'est qu'à la base, il n'y a rien, et après, il y a tout. Mais il y a tout et rien, parce que rien est toujours là. Le point, même dans un torus, il y a toujours un moment où on va se retrouver en tant que point. Si je devrais vous prendre un point et un cercle, par exemple, vous êtes le point et le cercle est votre environnement direct. Vous êtes le point qui observe le pourtour du cercle. Et quand vous réfléchissez, si vous tournez autour de vous, votre vision elle est plus circulaire, voire sphérique en fait, que cubique. Vous avez vraiment un espace, c'est une bulle autour de vous et c'est ce que vous voyez. Donc c'est comme ça que s'exprime l'espace en fait, les dimensions, et notamment notre troisième dimension. Mais vous êtes le point, comme le centre d'un système solaire, c'est un soleil, le soleil est le point. Et donc le centre d'une galaxie, c'est aussi un point, c'est un trou noir. Et donc là, on viendra là-dedans beaucoup plus en détail dans un cours sur la création de l'espace et la fractale, qui va être passionnant. Et qui va vous montrer beaucoup plus quant à ce qui se passe dans la nature et comme quoi tout est exactement une répercussion du même principe, en fait, de ce principe du torus, du principe du champ électromagnétique. Et ensuite, on a vu notre fleur de la vie, donc là, hein, c'est un peu frais. Donc on a ce même motif qui ressort dans différentes constructions, et comme si il y avait un message codé derrière, et il y a bien un message codé. Et donc ce motif est représentable par l'utilisation du compas et de la rotation. Donc en sortant du carcan des unités, tout simplement, où notre unité, on va avoir une seule unité qui est notre espacement du compas. Et ensuite, tout sera ratio, tout sera relativité comparé à notre premier espacement. Et enfin, on a vu donc là-dedans comme quoi c'est la géométrie qui encode l'univers lui-même et toute la vie, toute notre espace 3D, basiquement. Et donc, on a essayé de le représenter, nos ancêtres ont essayé de le représenter pour le léguer à travers les âges, sur ces monuments antiques, afin de nous donner justement cette connaissance et nous faire relativiser quant à la science aussi, comme quoi la science va de pair avec la philosophie. Et voilà, donc j'ai enfin terminé. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. On se retrouve demain pour une seconde partie sur, et là c'est là que je vais revenir à mon récap dans ma slide 2 normalement, ou 3, ou 4, voilà, ou 5, exactement. Et donc demain, ce qu'on va voir, c'est fractal et infini. Donc là, je vais aller dans un logiciel de fractal, vous allez voir, c'est assez fun, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça fait un peu tourner la tête, mais vous inquiétez pas, je vais aussi vous expliquer ça, comment ça fonctionne à travers le torus, et aussi donc, cette notion de quatrième dimension. Et on va parler de l'infini, parce que l'infini, c'est une notion qu'on voit partout, dans notre scolarité, par exemple, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Donc je vais essayer de vous faire comprendre ça, et je vais aussi vous essayer de faire comprendre comment l'infini est toujours fini. Et c'est ça qui est intéressant, et qu'on peut l'observer directement. Et ensuite, je vais aller dans les motifs de la nature. Donc tout ça découle de tout ce que je vous apprends aussi aujourd'hui. Donc les motifs dans la nature, comment la nature reflète cet infini, et comment la nature reflète ce champ électromagnétique qui est le torus. Donc comment la nature est directement une conséquence de la manière dont notre espace et notre temps se sont construits. C'est ça qui est super intéressant. Et enfin, je vais essayer d'ouvrir vos perceptions avec cet univers vu sous un angle géométrique, mais aussi philosophique, en vous posant quelques questions, à avoir matière à réfléchir, comme je vous disais au début du cours. Vous donnez matière à réfléchir sur votre existence, sur ce qui est autour de vous, sur comment s'exprime en fait la vie elle-même, et donc sur aussi la relativité de votre vie, la relativité du bien, de ce qu'on appelle le bien et le mal, la relativité de la vie et de la mort, et donc tous ces sujets qui sont en fait au cœur de ce qu'on appelle des sujets existentiels, sont au cœur de l'être humain, des questions que se pose l'être humain. Donc, je vais essayer de vous y apporter aussi des réponses, mais normalement, théoriquement, je vous apporte les réponses et ensuite je vous y amène à réfléchir. Et donc c'est là qu'il n'y a pas de bonne réponse, on parle de vie, de philosophie, il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse, il y a juste des réponses. Et donc je vais essayer de vous amener aussi dans ce chemin philosophique de penser l'existence, penser la vie et penser vous-même. Voilà pour aujourd'hui, donc je vous retrouve demain. Demain, ça va se passer à 14h. Donc demain, pour ceux qui me suivent en décalé, ça va être le 12 juillet à 14h, heure française.
Je pense que j'ai fini. J'ai pas beaucoup suivi ce qui se passait sur le chat. Je sais pas si vous êtes très actifs. J'ai pas fait beaucoup de Lapin dit hello. Lapin, je pense savoir qui c'est. J'ai pas fait beaucoup de promos pour ça parce que je les enregistre. Ensuite, je vais m'en servir pour le donner autour pour vous montrer en fait un peu le showcase de ce que je vais vous apprendre au fur et à mesure des semaines. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon quand vous regardez ce workshop, et je vous dis à bientôt pour encore plus de connaissances et encore plus de magnifiques géométrie et concepts philosophiques qui vous permettront de progresser et d'aller de l'avant dans votre vie. Credit. Allez.